Militantisme, culture, politique, actualité de la cause arménienne, jeunesse, diaspora. La voix du Norserund. Bonjour à tous, bonjour Diana. Bonjour à tous, bonjour Astrid. Bienvenue sur La Voix du Norse, l'émission radio du Norserund que vous retrouverez tous les premiers lundis du mois à 20h. Pour cette première émission, nous retrouverons différentes chroniques. Méline et Ovanès vont vous présenter la rubrique Ce dont on n'a pas parlé. Ensuite, une analyse d'un point d'actualité sera présentée par Nouné. Et Méline nous éclaircira enfin sur une particularité du Noël arménien. En fin d'émission, nous recevrons notre invitée Laura Oundian pour l'initiative du mois GE Arménia. Pour notre première émission, nous accueillons Valence, rescapée du génocide des Tutsis, pour un témoignage. Bonjour Valence. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur les ondes de Radio Arménie. Et tout de suite, pour commencer, écoutons ce que la jeunesse arménienne a retenu de cette année 2015. L'année 2015, c'est une année où on a vu beaucoup de potentiel au niveau de la mobilisation, en particulier des jeunes et des gens qui ne sont habituellement pas dans les mouvements militants. Tout le monde connaît notre histoire maintenant et du coup, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir bien propagé toute l'histoire pour qu'on reconnaisse enfin. Comme chaque année pour le 24 avril, je trouvais qu'il manquait quelque chose, je sais pas quoi, mais il manquait un petit truc parce que c'était le centenaire, mais ça s'est quand même très très bien déroulé. 2015, c'est vrai que c'était une année très émouvante en tant que Française d'origine arménienne. On a vécu plein de belles choses, comme la reconnaissance du génocide par le pape. C'est quelque chose qui a beaucoup touché, je pense, toute la communauté internationale. De plus, je remercie vraiment la France pour tout le travail qu'elle a fourni pour la cause arménienne cette année. 2015, je trouve que par rapport à la cause arménienne, c'est l'année cruciale qu'on a plus parlé de la cause arménienne, du génocide arménien, partout. Je sortais en ville, la radio, les journaux, ça parlait que de ça. Je trouvais à un moment donné qu'il y avait trop. Cette année a été une année très difficile, je pense, pour tout le monde, autant pour le peuple arménien puisque ça a été le centenaire du génocide des Arméniens, mais également pour le peuple français, pour le peuple libanais qui a vécu des attentats, également pour l'Europe entière puisque finalement c'est un coup qui a été porté à Paris et c'est une atteinte à l'Europe. Une année très difficile, peut-être également très pessimiste, mais malgré tout avec beaucoup d'espoir et beaucoup de force. Vous écoutez l'émission du Norse, vous venez d'entendre ce que la jeunesse a retenu de cette année 2015. On voit qu'elle a pu retenir surtout le discours du pape et bien sûr toutes les actions et les commémorations qui ont eu lieu en France pour le centenaire et bien sûr dans le monde. Oui, effectivement, c'est ce qui est souvent revenu dans ces discours. C'est vrai que c'est ce qui a marqué vraiment l'année 2015 et aussi un petit peu, quand on les a entendus parler, les attentats du 13 novembre. Et tout de suite, nous retrouvons Diana pour son point info du mois de janvier. La grippe H1N1 a fait 18 morts en Arménie au cours des 2 derniers mois et 3 en Géorgie. Le 13 janvier, le ministère de la Santé à Yerevan faisait état de 10 morts, mais jeudi dernier, le bilan a été revu à la hausse. Le ministère a tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie. Environ 2000 personnes ont manifesté mardi dernier à Istanbul à la mémoire du célèbre journaliste Hrant Dink, assassiné il y a 9 ans dans des conditions que la police n'a toujours pas totalement éclaircies à ce jour. Rassemblés derrière une grande banderole noire proclamant « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas », les manifestants sous très forte protection policière ont manifesté de la place Taksim jusqu'au siège du journal Agos. Ils ont réclamé également la justice pour le journaliste. La Russie renforce sa présence militaire en Arménie après la destruction par la Turquie d'un chasseur russe à la frontière syrienne au mois de novembre. L'année dernière, Moscou avait envoyé 13 hélicoptères de combat dans un aérodrome près de la capitale. La Russie a annoncé cette fois qu'elle déploiera des avions de chasse et un hélicoptère de transport à sa base militaire en Arménie dans la seconde moitié de l'année 2016. Les analystes considèrent ces annonces comme un message à la Turquie. Les 2 jeunes femmes qui avaient été arrêtées à Yerevan en novembre dans le cadre d'une opération antiterroriste ont nié toute implication dans une présumée conspiration visant des assassinats politiques en Arménie que les services arméniens affirment avoir déjoué. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui assistait lundi 21 aux célébrations du Noël arménien en l'église de la Nativité à Bethléem, a transmis ses meilleurs vœux, je cite, à nos frères arméniens en Palestine, en Arménie et dans le monde entier. Une déclaration d'amitié forte envers le peuple arménien. Le président a évoqué les menaces de certaines personnes qui souhaitent se débarrasser des chrétiens et en particulier des Arméniens. Il déclare « Nous leur disons de manger leur cœur parce que les Arméniens resteront toujours à Jérusalem, Ramallah et Bethléem ». Qui a tué les Arméniens, le titre du premier film arabe consacré au génocide arménien. Il sera présenté à New York le mois prochain au Socially Relevant Film Festival, un nouveau festival qui récompense les films sociaux et de société à but non lucratif.
Le film a été produit par le réalisateur Mohamed Hanafi et par la journaliste Myriam Zaki. Il présente le génocide arménien perpétré par les Turcs il y a 100 ans, dans lequel sont présentées plusieurs photos et documents d'archives dont la plupart sont divulgués pour la première fois. Je vous propose tout de suite de retrouver Méliné pour ce dont on n'a pas parlé à propos des troupes turques au Javark. Bonjour Méliné. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le Javark ? C'est une région peuplée principalement d'Arméniens, désormais sur le territoire géorgien. Alors actuellement, la Géorgie est en discussion avec la Turquie pour prendre en considération la possibilité d'un déploiement de l'armée turque précisément dans le Javark. Pourquoi ? Stratégie de menace sur la population arménienne afin de déplacer ce noyau dur et instable qu'est le Javark pour le gouvernement géorgien. Alors oui, Krasnodar, l'agence de presse arménienne, rapporte que la diaspora arménienne de Russie a appelé les Arméniens du Javark à faire sécession si cela se concrétise. Affaire à suivre de près. Merci Méliné. Ovanes, bonjour. Bonjour Astrid. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous donner 2 chiffres. Eh ben, on t'écoute. Alors, donc j'ai 2 chiffres. Le premier, c'est le 38. 38, c'est le nombre de soldats de l'armée arménienne morts au front, principalement en Artsakh pour l'année 2015. Un chiffre en très nette hausse sur l'année écoulée. Mais le chiffre que je voulais donner, c'est 22. 22, c'est la moyenne d'âge de ces 38 soldats. C'est important que la jeunesse arménienne de France connaisse ce chiffre. En janvier 2016, Aramaïs Vosganian, 20 ans, mourait au front. Se détourner, c'est fermer les yeux sur ces jeunes qui meurent pour les droits du peuple arménien. En 2016, le Nordsjælland ne laissera pas sous silence la situation en Artsakh. C'est un engagement du Nordsjælland. Merci Ovanes. Avant de retrouver notre invité Valence, qui est un rescapé du génocide des Tutsis, je vous propose une pause musicale sur les ondes de Radio Arménie et l'équipe du Nordsjælland vous retrouve tout de suite. Poezii sorveța!
Franzelen, Glyphosine, c'est la langue commune. Bait, Bezor, Aïe, Aspin, Avadarin. Avril, Kazan, Chorzin, Tsuiti, Bididanin. Ut, Dareganin, Bayrik, Biditidan. Das, Dareganin, Ararat, Biditidan. Yev Ayastan, Flaga, Football, Biditidan. Yev Ayeren, Sorbin, Partratzain, Bidiosen. Ayere, Lav, En. Ayere, Kak. Catch, Ayere, catch. Ayere, Wiesen, Gachen. Aiga, Gan. Hatch, Aigagan, Hatch. Ayere, Christonia, Ein, Poloren, Arach. Arach. Ayerun, Lernere, Surb, En, Yergarach. Ayerun, complètement Arach. Aigagan, Inutchulet, Sujuk, Ayablamach. Almegchumunat, Meraskin, Bardajanach. Incherankima, Incheinkarach. Almegchumunat, Meraskin, Bardajanach. Incherankima, Vous êtes sur les ondes de Radio Arménie avec l'émission La Voix du Nord-Selund. Aujourd'hui, nous recevons notre première invitée, Valens. Bonjour, tu es rescapée du génocide des Tutsis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Merci à toi, bonjour. Valens, tu as 28 ans, tu es né au Rwanda et tu fais aussi partie de cette association Ibuka, présente à Lyon, qui organise les commémorations du génocide, des actions de sensibilisation pour perpétuer la mémoire autour du génocide des Tutsis. Un petit rappel, le Rwanda, c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est situé à côté du Congo, de l'Ouganda, de la Tanzanie et qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants. Et de Burundi aussi. Et du Burundi aussi, oui. Et qui compte 10 millions d'habitants. Et le Rwanda a connu une véritable tragédie en 1994. Diana va nous en dire un peu plus. Effectivement, le 6 avril 1994, le président dictateur du Rwanda est tué dans un attentat contre son avion personnel. Ces fidèles de la majorité Hutu entreprennent aussitôt le massacre de la minorité Tutsi et des Hutus modérés. En 13 semaines, près de 75% de la population Tutsi au Rwanda a été tuée. Au plus fort des massacres, chaque minute, 5 personnes étaient éliminées à coups de machette ou de massue. On rapporte que certains pouvaient négocier une mort moins douloureuse par balle moyennant un peu d'argent. Environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont perdu la vie et 4 millions d'autres ont fui vers les pays voisins. La fuite de très nombreux réfugiés et militaires vers les pays voisins entraîne la déstabilisation de l'Afrique des Grands Lacs. Avant que tu nous en dises un peu plus sur ce mois d'avril 1994 et les mois suivants, est-ce que tu peux nous dire si tu sentais que quelque chose allait se passer avant ce mois d'avril? Si tu sentais que les Tutsis allaient être massacrés? Oui, je sentais quelque chose, même si j'étais un enfant. Mais après, il faut savoir que les Tutsis n'ont jamais été tranquilles, donc je pense que même mes parents qui sont nés après 1959, donc la date exactement où les Tutsis ont commencé à être persécutés. Et du coup, moi, particulièrement en 1994, bien avant, nous, c'est rare qu'on dormait chez nous. Donc, par exemple, nous, je me rappelle que mes parents, ils nous passaient des choses pour porter chez une voisine. On avait une voisine qui était une amie de ma mère. On portait des choses là-bas et après, nous, on dormait là-bas. On était des enfants, donc moi, mon petit frère et ma petite sœur et ma grande sœur. Donc, nous, on dormait là-bas et ma mère et mon père, ils allaient dormir dans la forêt. Donc, on avait une chance d'habiter juste à côté d'une petite forêt. Donc, ils allaient dormir là-bas. Et le lendemain matin, ils venaient nous chercher chez nous. Après, on faisait comme si rien n'était. Donc, ma grande sœur qui allait à l'école, elle allait à l'école. Mon père, il allait au travail. Et ma mère, elle commençait à travailler aussi. Et on faisait comme si rien n'était. Et donc, là, c'est vraiment les dates qui précèdent le 7 avril 1994. Alors, tu avais 7 ans au mois d'avril 1994. Qu'est-ce qui se passe quand on a 7 ans et qu'on vit un génocide? Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, on comprend rien, on ne comprend pas. Moi, particulièrement, je ne comprenais pas grand-chose.
Sauf que je savais que j'étais Tutsi. Et moi, je détestais vraiment être Tutsi parce que je croyais que comment dire, c'est comme un péché, en fait. C'est comme si... donc, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi je suis Tutsi. Parce que le problème, c'est que ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi on nous tue ou voilà. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi je suis Tutsi, en fait. Parce que pour moi, un Tutsi, il devait mourir. Et après, pourquoi? C'est là je ne comprenais pas. Donc voilà, je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes donc rescapé du génocide. Qu'est-ce que vous avez vécu durant ces mois de massacre? Alors, ce que j'ai vécu, c'est une histoire longue. Donc, même en ce moment, avec un ami, je suis en train d'essayer d'écrire mon histoire. Donc, peut-être qu'il va sortir, je ne sais pas encore. Mais là, on est en train de l'écrire parce que c'est long. Mais ce que j'ai vécu, c'est... comment dire? Donc là, j'étais dans une famille... Au Rwanda, on habitait à côté des familles. Donc moi, j'habitais à côté de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Et j'avais mes deux grands-parents, donc paternels et maternels. J'avais mes cousins, mes cousines, mes tantes qui habitaient juste à côté. Et donc on était à peu près plus de 150, donc de toute la famille élargie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, le génocide a passé très rapide. C'est pas comme dans d'autres régions du Rwanda où ça a duré à peu près 3 mois. Mais nous, ça a passé trop rapide. Moi, je me rappelle qu'on est parti, on s'est déplacé le 8 avril. Et le 13, on avait éliminé toute ma famille. Donc, et là, par exemple, chez moi, donc, j'ai perdu mon père, ma mère, mon petit frère, ma petite sœur. Et du coup, je me suis retrouvé avec donc, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et tout ça. Enfin, tout le monde. En plus, on était ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais dans un génocide comme ça, où on est... Comment dire, où on est condamné à mourir, parce que voilà, c'était ça, on est condamné à mourir, et il n'y a aucun échappatoire. Là, on acceptait la mort. Et du coup, nous, ma famille, ils avaient vraiment accepté la mort, enfin tous les Tutsis. Et là, on nous demandait toujours d'être ensemble. Je me rappelle ma grand-mère qui nous disait, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on meure ensemble. Donc, l'objectif, c'était de mourir ensemble. Et là, du coup, je me rappelle vraiment là où on était, avec beaucoup de Tutsis, on était beaucoup, mais de Tutsis groupés en famille. Et là, avec ma famille, donc là, ils ont arrivé, ils ont tué tout le monde. Et moi, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai eu la chance de ne pas être tué. Et avec mon petit frère qui a été blessé, parce que quand on a tué ma mère, donc ma mère a porté mon petit frère au dos. Et donc, c'est après que j'ai retrouvé mon petit frère avec des blessures donc, dans la tête. Et voilà, donc dans une famille élargie comme ça, je suis resté seul avec mon petit frère. Et ma grande sœur aussi qui n'était pas chez nous, parce que là, c'était le moment de vacances de Pâques. Donc, ma grande sœur, elle était chez mes tantes un peu plus loin, dans une autre ville. Et après le génocide, quelques mois après le génocide, c'est là où je retrouvais aussi ma grande sœur qui était vivante, mais aussi qui avait des coups de machette. Donc voilà, moi je me suis retrouvé donc avec mon petit frère, avec ma grande sœur, mais dans ma famille, donc là que je comptais comme ma famille, donc ces deux personnes-là, il y a que moi qui n'a pas eu aucune blessure, quoi. Mais des séquelles peut-être psychologiques, comment Oui. Des séquelles psychologiques, là, c'est inévitable, parce que quand on vit quelque chose comme ça, ça prend du temps pour... En tout cas, moi, j'ai commencé à réaliser ce que j'ai vécu, j'ai commencé à le réaliser en arrivant en France. Parce qu'au Rwanda, juste après le génocide, j'ai commencé donc l'école primaire et je continue à l'école secondaire. Et à l'école secondaire, surtout à l'école secondaire, là, on a créé directement une association des étudiants rescapés du génocide.
Donc, et dans mon lycée, là, on m'a élu comme président de cette association. Et du coup, le fait de militer aussi, c'est comme si voilà, j'étais là toujours pendant la récréation. Enfin, les autres allaient jouer. Et moi, même il y a un moment où le principal, au fait, il m'avait donné un petit bureau. Et du coup, je me retrouvais en train d'écouter les problèmes des autres. Donc, les enfants rescapés qui venaient me dire, par exemple, parce qu'ils ont été adoptés dans les familles, et c'était obligé presque. Et du coup, il y avait des familles qui adoptaient des enfants pour pouvoir, pour pouvoir ne pas avoir un domestique, parce qu'au Rwanda, on a des domestiques. Et du coup, là, au lieu d'avoir un domestique, il allait adopter un enfant rescapé, quoi. Donc, un enfant qui arrive, tu te dis, moi, donc là, je ne réussis pas à l'école parce que je n'ai pas le temps de faire de révision, parce que quand je rentre le soir, je vais aller chercher de l'eau, je vais aller faire ça, je vais faire ci, le matin. Vous avez été adopté aussi par une famille ? Moi, j'ai eu la chance d'être adopté par ma tante. Donc, j'avais une tante qui était rescapée aussi. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un membre de ma famille qui m'a adopté, quoi. Est-ce que le fait d'écouter tous ces témoignages, de recueillir, d'accueillir ces personnes qui ont été aussi victimes du génocide, est-ce que ça vous a aidé à vous reconstruire, ou c'est après que la reconstruction a commencé ? Je ne sais pas si ça m'a aidé à me reconstruire. En fait, moi, je pense que ça m'a aidé à mettre à côté mes problèmes. Parce que là, quand j'écoutais les autres, donc, je disais, moi, j'ai beaucoup de chance, quoi. Donc, voir un enfant qui arrive avec des coups de machette, un enfant qui lui manque un bras parce qu'il a perdu son bras, et un enfant qui arrive qui me dit que... Je me rappelle, il y a un enfant, par exemple, qui est venu me raconter que lui, il ne sait pas si... il me disait, moi, je sais que je suis de Kigali, mais je ne peux pas dire où, parce qu'il avait 2 ans au moment du génocide. Il a été ramassé dans la rue comme ça par une femme Hutu qui fuyait vers le Congo. Donc c'est cette dame-là qui a adopté cet enfant. Donc un enfant rescapé, Tutsi, qui a 2 ans, qui a perdu toute sa famille. Peut-être il y a des membres de sa famille qui sont encore vivants, mais il ne peut pas le savoir parce que c'était un bébé. Donc un enfant comme ça qui te raconte ça, tu te dis, moi j'ai la chance, au moins j'avais 7 ans, donc je peux me rappeler au moins là où j'habitais, je peux pouvoir trouver mes repères. Mais un enfant comme ça qui vit dans son pays, mais en même temps qui est comme, qui ne savent même pas où il est né. Donc après je dis, ouais, moi j'ai la chance. Alors aujourd'hui, on sait que les rescapés, les proches des victimes et même les bourreaux vivent dans le même pays. Comment ils arrivent à cohabiter ensemble, si on peut utiliser le terme de cohabiter ? Oui, ils arrivent à cohabiter parce que même avant, ils étaient ensemble. Donc, je veux dire, avant la colonisation, parce que quand même après la colonisation, c'était autre chose. Mais quand on écoutait l'histoire du Rwanda, bien avant, les Hutus et les Tutsis, il n'y avait pas une différence. Donc, c'était, voilà. Et du coup, ils habitaient ensemble. Même après le génocide, pendant la colonisation, ou même après, parce que par exemple, moi je me rappelle qu'avant le génocide, on habitait vraiment dans un quartier de Hutus, quoi. Donc nous, il y avait 4-5 maisons de Tutsis. Donc il y avait des Hutus tout autour de nous, mais on vivait ensemble, c'était des amis, c'était des frères, c'était voilà. Donc on faisait tout ensemble. Et c'est au moment vraiment du génocide où... il y a une anecdote, par exemple. Moi, j'ai un voisin Tutsi. Là, il est mort il n'y a pas longtemps, mais il était survécu. Donc, lui, par exemple, quand on s'est réfugié, on est allé dans une famille Hutu. Donc, c'était des amis de lui. Et du coup, le chef de famille, il était le parrain de son fils. Et là, au moment de partir, donc lui, il a dit, je suis son parrain, donc il peut rester ici. Souvent, il est ici en vacances, donc je pense que les voisins, ils ne vont pas, voilà. Et son fils, on l'a laissé là-bas, il est resté là-bas tout au long du génocide. Et nous, on est partis. Mais après, on nous a raconté, après, quand on s'est retrouvés chez nous, on nous a raconté que c'est lui-même qui a tué son fils, entre guillemets. Parce qu'au fait, au bout des moments où on voit que les Tutsis, ils doivent mourir, donc il y avait même des Hutus qui n'avaient pas
cette haine-là ou cette envie de tuer. Mais au fur et à mesure, en fait, on se dit, ouais, au fait, les Tutsis sont condamnés, donc il faut vraiment les tuer, quoi. Même je pense qu'il y a des Hutus qui, au bout d'un moment, qui ont tué les Tutsis parce que c'était comme ça. Voilà. Et tuer les Tutsis, c'était un acte patriotique. Donc c'était ça le Rwanda de 1994. Donc c'est pour ça qu'après le génocide, donc aujourd'hui, tu croises quelqu'un Hutu qui a tué, mais quand tu discutes avec lui, tu te rends compte en fait que c'est une personne comme moi, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, il est devenu, voilà. Et après, il y a le fait aussi qu'il y a quand même, il y a cette volonté aussi de la politique, parce qu'avant, c'est la volonté politique pour commettre un génocide, parce qu'on ne peut pas commettre un génocide s'il n'y a pas la politique derrière. C'est impossible. Donc là, il y avait une volonté politique pour faire ce génocide-là. Et après, il y a eu une volonté politique de réconciliation, de cohabitation. Et là, aujourd'hui, on est obligé de cohabiter, quoi. Et justement, est-ce que ces personnes-là qui étaient vos voisins, qui ont été les génocidaires, est-ce qu'ils ont pu être jugés après ou ils ont recommencé leur vie tranquillement au Rwanda ou est-ce que des tribunaux ont été mis en place pour juger les personnes qui ont commis des massacres ? Oui. Après le génocide, oui, ils ont créé la juridiction Gacaca, donc c'est une juridiction. Parce on s'est rendu compte qu'après le génocide, on ne peut pas juger des milliers de Hutus, parce que c'est quand même... c'était un génocide de voisin contre voisin, donc on ne peut pas juger tout le monde comme ça, avec les tribunaux normaux. Et là, donc, ils ont puisé dans l'histoire. Donc, il faut savoir que la juridiction Gacaca, c'était une juridiction bien avant. Et du coup, ils ont amené ça. Donc, où les voisins, au fait, se réunissent. Et les voisins se réunissent pour dire, voilà, lui, il a fait ça, ici, ça et ça. Et du coup, avec ce juridiction-là le juridiction de village, où voilà, ils ont pu, en fait... condamner les vrais génocidaires, les vrais qui ont organisé le génocide, et en même temps aussi condamner ceux qui ont participé comme ça, mais qui n'étaient pas... les penseurs exactement. Du génocide. Merci beaucoup Valence pour ce témoignage. Je vous rappelle donc qui était notre premier invité sur l'émission du Nord-Selont et qui a vécu le génocide des Tutsis au Rwanda. Merci beaucoup pour ce fort témoignage. Merci à vous. Oui, merci. On va tout de suite faire une pause musicale avec le choix justement de notre invité Valence. À tout de suite. L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain, ni métis, ni blanc, ni noir. Le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné et m'ont tout pris. Je veux être en paix avec moi-même et cela à tout prix. Je slame des mots, moi, j'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. amarira warize yarahagije ihorere Rwanda. Les mots comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flot, métaphore que je manie comme le feu, la forge. Ils ont partagé l'Afrique à l'équerre, à l'écart, dans mon quart ou dans mon tiers de monde devenu ma terre. J'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Un hommage à la paix pour ce mort au combat, soldat inconnu, hasta siempre, Fred Rwigema. Écoutez, nous ne sommes pas du même monde. Vous
vous avez grandi en paix. Nous revenons d'outre-tombe, il fut long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas, sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles réfugiées, décimées, déracinées, dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé, du pays de Guyanga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de Lugamba, d'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé, du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la bière d'hydromel. Nyabarongo à tout jamais, tu es l'encre de ma plume et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune. Vous êtes bien sur Radio Arménie et tout de suite nous retrouvons Nouné pour son analyse du mois. Bonjour Diana, bonjour Astrid. Alors, suite à l'épisode du chasseur russe abattu le 24 novembre en Syrie par l'aviation turque, les relations entre les deux pays se dégradent à vue d'œil. En réponse à ces événements, la Russie a introduit des sanctions économiques et a adressé plusieurs déclarations virulentes au président Recep Tayyip Erdogan. Pour le moment, la Turquie n'a pas adopté de mesures de rétorsion, mais la rhétorique turque laisse peu de place à l'optimisme sur les relations futures avec la Russie. C'est la première fois qu'un État membre de l'OTAN abat un appareil russe depuis la guerre de Corée. Le pilote du Su-24 a trouvé la mort au cours de cet incident et le navigateur a pu être récupéré lors d'une opération de sauvetage qui a coûté la vie à un soldat de l'infanterie de marine russe. La Russie et la Turquie sont opposées sur le dossier syrien. En effet, alliée du régime syrien et de l'Iran, la Russie intervient militairement dans la guerre civile syrienne depuis le 30 septembre 2015. L'aviation russe commence aussitôt une campagne de frappe aérienne en Syrie, principalement sur les rebelles, alors que la Turquie, elle, les soutient. La Turquie est membre de l'OTAN, alliée fondamentale de l'UE, et candidate pour devenir membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont la Russie fait actuellement partie. La Turquie est accusée par la Russie, le PYD, le PKK, Parti républicain du peuple, les Anonymous et des médias occidentaux de soutenir l'État islamique, notamment en laissant grandes ouvertes ses frontières à tous les candidats au djihad et de lui avoir fourni des armes par le biais du MIT, le service de renseignement turc. Jusqu'à aujourd'hui, le président turc, après avoir toujours nié d'avoir livré des armes, se défend confusément en affirmant qu'il s'agissait d'aide humanitaire. Quant à la situation géopolitique, on observe que depuis l'intervention de la Russie, l'équilibre des forces est dorénavant en faveur du régime syrien et la Turquie est la grande perdante, alors que la Turquie, ainsi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, comme l'a dénoncé Joe Biden, ont versé des centaines de millions de dollars et des millions de tonnes d'armes à tous ceux qui voulaient combattre Assad. Selon le directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, Didier Billion, Erdogan a développé une obsession quasi pathologique contre Bachar, devenant l'un des principaux soutiens de la rébellion syrienne en soutenant l'armée de la conquête et en étant complaisant avec l'État islamique. Dans ce contexte actuel, chacune des décisions politiques peut être lourde de conséquences. D'après le journal Golos Arménie, certains parlent même d'une partition de la Turquie avec la création d'États kurdes et le retour au sein de l'Arménie de ses territoires occidentaux, ce qui deviendrait possible qu'en cas de guerre russo-turque.
qui nuance ensuite par la suite ses propos puisque celle-ci n'aura pas lieu. Ainsi, la Russie détient la main dans ce conflit, notamment grâce au gaz puisque la Turquie importe 55% du gaz qu'elle consomme de Russie. En fermant les robinets, Poutine affecterait 20% de la production d'électricité utilisée dans l'industrie et les foyers. Une perte considérable pour la Turquie. C'est pourquoi, dans le projet du Nord Stream 2, l'oléoduc en cours de validation par l'UE, la Russie joue le rôle principal de fournisseur d'or bleu. D'ici là, la Turquie n'ayant toujours pas trouvé d'alternative pour l'importation de gaz, risque à l'échéance des contrats de livraison en 2025 et 2021, je cite, « aller faire la danse du ventre devant l'ours qui se contentera d'attendre et de faire monter les enchères ». Merci Noné pour cette analyse. Dans l'émission de La Voix du Nord, c'est la première aujourd'hui. Et on va tout de suite retrouver Méliné pour la rubrique « Le saviez-vous » à propos du Noël arménien. Le saviez-vous ? Oh oui, le Noël arménien, une belle occasion de plus de se réunir en famille. Qui dit réunion familiale, et particulièrement famille arménienne, entend alors un repas gargantuesque que même Rabelais lui-même n'oserait imaginer. Mais que savons-nous exactement du Noël arménien à proprement parler ? Oui, nous savons que les Arméniens sont des chrétiens, et plus précisément apostoliques dans une grande majorité. Je vous souffle un petit rappel. Apostolique signifie qu'ils respectent la forme originelle du christianisme, telle qu'apportée au 1er et 2e siècle par les apôtres Thaddée et Barthélemy. Ah oui, mais cependant, personne ne connaît le jour exact de la date de naissance du Christ. On dit même qu'il serait né en l'an -4 avant lui-même. Il avait été décidé, à l'origine, que la nativité serait fêtée le 6 janvier tel que décrété par l'Église de Rome. Le pape a réformé la date de naissance de Jésus et l'a fixée au jour du solstice d'hiver, soit le 25 décembre, pour la substituer au rite païen de la célébration de la naissance de la divinité perse, Mitra. Ceci dit, on omet de préciser qu'il y a eu une erreur de calcul à cette époque, le solstice d'hiver étant le 21 décembre. Ceci se déroule dans le même temps que le concile de Chalcédoine, rejeté par l'Église arménienne. C'est alors la rupture, le schisme avec l'Église de Rome. Les Arméniens, ces petits rebelles anti-réformistes, gardent alors la date initiale de la naissance de Jésus-Christ pour fêter Noël, qui est aussi, rappelons-le, la date de la théophanie, le 6 janvier. Le saviez-vous ? L'épiphanie est l'adoration des mages, alors que la théophanie est le baptême de Jésus dans le Jourdain. Oui, les Arméniens célèbrent la nativité et le baptême de Fils de Dieu. Alors, la messe de Noël, on procède à une triple bénédiction de l'eau et du Saint-Crème. La croix est immergée alors dans l'eau bénie et sortie de celle-ci alors que les plus beaux chants sont entonnés dans l'église. C'est le symbole du baptême et de la révélation de la Sainte Trinité. Cette eau est alors distribuée aux fidèles qui l'emportent chez eux pour bénir leur maison et la boire afin d'être purifiés. Les traditions ont perduré jusqu'à ce jour. Que reste-t-il de ces traditions ? Tout comme le carême pour Pâques, Noël est précédé d'une période de 50 jours afin de se préparer spirituellement à la nativité. On l'appelle l'Avent en français et Hiznagi en arménien. Durant cette période, les saints les plus populaires sont vénérés par l'Église arménienne. La dernière semaine avant Noël est quant à elle dédiée aux prières et méditations sur les récits de la Sainte Famille. La table, quant à elle, garnie de mets des plus succulents, ne doit jamais être desservie durant plus d'une semaine. En effet, tout visiteur est alors invité à s'asseoir et à honorer la table. Merci Méliné. Nous accueillons maintenant Laura Oundjian qui va nous présenter une initiative GeoArmenia. Donc est-ce que tu peux nous présenter cette association, nous dire ce que vous faites ? Alors bonjour à tous. Bonjour. Je suis étudiante, je fais un DUT GEA et dans le cadre de notre diplôme, avec 5 étudiants, nous avons un projet. Nous avons choisi de faire un projet en Arménie parce que 3 étudiants sur 5, nous sommes d'origine arménienne. Quel est le but du projet ? Alors le but du projet, c'est pour nous, c'est de récolter de l'argent pour une association extérieure. Donc nous avons choisi une association qui est l'association AYO à Paris. Donc cette association, elle organise des camps en juillet, chaque juillet, des camps bénévoles où des étudiants, des jeunes partent en Arménie et font des reconstructions, des rénovations dans les écoles, dans des gymnases, et puis ont des contacts directs avec les enfants, jouent avec eux, donc du coup un petit moment de culture avec eux et de partage. Donc c'est un projet en partenariat avec cette association. C'est ça. Comment les étudiants, alors est-ce que c'est uniquement dans le cadre de l'université
Et comment les étudiants reçoivent cette initiative? Alors en fait, vu que nous sommes dans une école de gestion, le projet en fait sert à gérer un peu un projet de A à Z, tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est communication, tout ce qui est logistique. Donc du coup, ça nous permet de créer notre c'est une simulation en fait à la vie réelle. Et quel type d'activité vous organisez pour récolter ces fonds Alors, on a fait déjà plusieurs actions. Donc, les premières ont été au niveau étudiant. Enfin, nous avons vraiment touché les étudiants, surtout ceux de notre école. On a fait des ventes de glace pendant les périodes estivales. Et puis aussi, il n'y a pas longtemps, on a vendu les pulls de notre promotion, les pulls GEA. On les a vendus du coup aux étudiants de GEA. Et puis, nous avons aussi d'autres actions à venir. Nous allons créer notre cagnotte sur Internet. Nous allons également faire un repas arménien à l'université. Ah, super. Donc du coup, on va préparer des repas et on va les vendre aux étudiants pour qu'ils découvrent la culture arménienne et les repas surtout. Alors, jusqu'à maintenant, combien vous avez récolté de... Donc, pour l'instant, nous avons récolté un peu plus de 1300 €. Ah oui, et depuis combien de temps vous faites ces activités? En combien de temps vous avez réussi à récolter Nous avons commencé le projet en avril 2015. Donc voilà, et on n'a pas du tout fini encore. On est loin de notre objectif qui est environ 3 000 € de dons à l'association. Alors, si on veut vous aider, comment on peut faire? Alors, bientôt, nous allons créer notre cagnotte sur Internet. Donc, ça va être sur le site KissKissBankBank. Vous pourriez nous envoyer vos dons directement sur cette cagnotte. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez le but de ce site, mais en gros, on se donne un objectif et il faut que l'objectif soit atteint pour recevoir l'argent. On peut vous suivre sur Facebook pour suivre votre actualité? Oui, effectivement. Nous avons créé une page Facebook, GEA Arménia. Et puis, vous pouvez aussi aller voir sur le site ayo.org où vous pouvez voir toutes les actions menées par l'association. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter Ovanes pour les événements du mois de février. Alors, première date à retenir pour le mois de février, c'est le samedi 27 février dès 20h30 à la Bourse du Travail de Lyon, place Guichard, se tiendra le nouveau spectacle de la bien connue troupe de danse Nairi. Le nom du spectacle, c'est Nos yeux, notre âme, notre mémoire. Ce spectacle devait avoir lieu au lendemain du 13 novembre, dans le cadre du centenaire du génocide des Arméniens. Il avait bien sûr été reporté à une date ultérieure, qui est maintenant connue. Rendez-vous le 27 février pour l'hommage de la troupe de danse Nairi aux 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens, et donc aussi aux victimes des attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier. Pour plus de renseignements, ce sera au 06 17 02 77 20 et ce sera tout pour ce mois-ci. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Arménie, la voix du North. Merci à tous, merci à nos invités, Valence et Laura Ondian qui étaient là aujourd'hui sur notre plateau. Avant de vous quitter, je vous propose de nous retrouver sur notre Facebook, qui est, Ovanes, tu vas nous le rappeler? Alors, AYF Norserund Grand Lyon. Donc, première diffusion aujourd'hui à 20h. Vous pouvez nous retrouver samedi 30 à partir de 14h. Sinon, vous pouvez réécouter l'émission sur radioarménie.com. Passez une très bonne soirée. À très bientôt, au mois prochain, le premier lundi du mois de mars. Merci à tous, au revoir. Je vise haut, mais je souhaite la reconnaissance. C'est, je pense, le plus important, et les réparations aussi. Et j'aimerais aussi que plus d'Arméniens qui s'engagent dans la culture arménienne, qui fassent plus de choses, parce qu'on vit dans un pays où l'arménité n'est pas partout et on peut vite s'en éloigner. Je souhaite que beaucoup plus de jeunes fassent de la musique arménienne, parlent arménien. D'être autant unis, de toujours partager et débattre ses valeurs, ses convictions, de toujours pouvoir continuer justement à progresser. Et puis la reconnaissance dans d'autres pays, et puis qui dit reconnaissance bien sûr dit réparation, donc reconnaissance et réparation du génocide arménien. Et si ce sera pas en 2016, ce sera peut-être l'année d'après, et si c'est pas l'année d'après, ce sera dans les années futures. Je souhaite aux Arméniens qui se battent pour la reconnaissance et pour les réparations, et qui soient plus dans la culture arménienne, puisque nous on vit dans un pays qui est assez éloigné de
de tout ça. Enfin, on a quand même des possibilités, par exemple, de faire de la musique arménienne ou de lire l'arménien, de parler l'arménien. Et moi, je leur souhaite ça pour rester toujours fidèles à l'Arménie et rester dans l'arménité. Déjà une très bonne santé, parce que c'est la base. Je souhaite également beaucoup d'optimisme et de l'entrain, des projets. Qu'ils soient plus réunis, qu'ils soient plus unis dans le même but, justice, réparation pour le génocide arménien. Voilà. Militantisme, culture, politique, actualité de la cause arménienne, jeunesse, diaspora. La voix du Norserund.